Bonjour et bienvenue sur le plateau des émissions ABC Doc. Je suis le professeur Alain Créange, neurologue au CHU Henri Mondor, hôpital de l'assistance publique Hôpitaux de Paris à Créteil, et du coordonnateur du Centre de ressources et de compétences sclérose en plaques Grand Paris Est. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de la sclérose en plaques, maladie fréquente, mal connue, pour laquelle on a besoin d'informations et de précision parce que ce cadre a évolué de façon extraordinaire au cours de ces 30 dernières années. Alors je ne suis pas seul, je suis avec le docteur Abir Wahab qui dirige sur le site de l'hôpital Henri Mondor le centre de ressources et de compétences sclérose en plaques et qui est neurologue dans cet hôpital. Et je suis avec madame Fabienne Pelé qui est directrice du réseau de santé Saint-Défi-CEP et qui est un réseau de santé, c'est une structure dont elle nous dira un petit mot, qui vise à aider les patients dans leur vie quotidienne, au-delà de la consultation médicale. Alors avant de poser les questions et d'avoir une discussion avec nos interlocuteurs, je vais donner quelques informations en général sur la sclérose en plaques. Alors, la sclérose en plaques, c'est une maladie que tout le monde connaît parce qu'elle touche les sujets jeunes et elle se manifeste rapidement par des symptômes visibles au quotidien. On va y revenir ensuite. C'est une maladie fréquente, c'est la première cause de handicap de l'adulte jeune après les accidents de voiture. Elle débute en général à 30 ans et elle touche 2 fois plus les femmes que les hommes. Alors, elle débute à 30 ans, mais c'est une maladie chronique qui dure toute la vie. Alors heureusement, maintenant, l'espérance de vie s'est nettement améliorée et elle est peu diminuée par rapport à une vie de quelqu'un indemne. Alors c'est une maladie fréquente, elle touche près de 100 000 personnes en France, donc des personnes qui sont jeunes, qui travaillent, qui vivent, qui ont des familles, et on reviendra cela après. Alors c'est une maladie fréquente dont la cause reste inconnue, on ne sait pas à quoi elle est due, on a recherché beaucoup de causes différentes et on ne sait toujours pas. Elle fait partie du groupe des maladies inflammatoires. C'est une maladie inflammatoire qui touche le système nerveux central. Alors c'est quoi le système nerveux central? C'est l'encéphale, c'est le cerveau et la moelle épinière. Inflammatoire, c'est-à-dire les globules blancs du sang qui sortent et qui vont attaquer le cerveau, attaquer la gaine de myéline. La gaine de myéline, c'est ce qui entoure la cellule nerveuse et qui permet une bonne conduction de l'influx nerveux. Alors on ne connaît pas les causes, c'est une maladie fréquente, c'est une maladie chronique qui va se manifester par ce qu'on appelle des poussées, c'est-à-dire des symptômes neurologiques qui surviennent rapidement et qui régressent. Alors les premiers traitements, c'était il y a 25 ans. Vous voyez, c'est extrêmement récent. Avant, il n'y avait pas de traitement, d'où l'inquiétude lorsqu'on prononce et qu'on donne le diagnostic de sclérose en plaques à un patient. Évidemment, le paysage de prise en charge de la sclérose en plaques a été absolument révolutionné et c'est ce que l'on va voir. Un des éléments qui a aussi été révolutionné ces dernières années, c'est la possibilité de faire des diagnostics très rapides et sur certains symptômes. Alors ces symptômes, lesquels est-ce? Alors je vais me tourner vers le docteur Wahab. Donc Abir, quels sont les symptômes? Qu'est-ce que ressentent les patients et qu'est-ce qui les amène à consulter leur médecin, puis après leur neurologue? En fait, comme vous avez dit, la sclérose en plaques, c'est une maladie inflammatoire et donc ça dépend toujours du siège de l'inflammation. Les symptômes ils sont corrélés au siège de l'inflammation. Donc si cette inflammation, elle va toucher, disons, le nerf optique, on va avoir des problèmes visuels et ça c'est un symptôme qui est fréquent dans la sclérose en plaques. Quand l'inflammation touche le nerf optique, on va avoir un flou visuel. Les patients vont venir se plaindre de flou visuel, parfois une incapacité à discerner les couleurs. Ce flou visuel il peut s'accompagner d'une douleur au niveau de l'œil et ces symptômes, pour qu'on dise que ce n'est pas des symptômes passagers, que c'est des symptômes inquiétants, généralement ça dure plus que 24 heures.
À part les symptômes visuels, les patients peuvent aussi se plaindre de phénomènes sensitifs, c'est-à-dire des fourmillements, des picotements, parfois des petites brûlures qui peuvent être sur un membre ou bien plutôt diffus sur plusieurs membres. Et ces phénomènes sensitifs ils doivent durer généralement plus que 24 heures pour qu'on les considère comme symptômes qui peuvent être orientants vers une maladie dans la sclérose en plaques. Après, on peut avoir aussi des problèmes moteurs. Les patients peuvent avoir des troubles de la marche, un déficit au niveau d'un membre ou bien de deux membres qui s'installe d'une façon relativement brutale et qui dure dans le temps. On peut avoir aussi des troubles de l'équilibre. On peut aussi avoir des problèmes qui peuvent affecter la mémoire. On peut avoir surtout aussi des symptômes dont les patients rapportent de plus en plus, comme la fatigue, qui est un symptôme qu'on retrouve de plus en plus dans la sclérose en plaques. Alors ces symptômes, ils arrivent comme ça d'une seconde à l'autre et on va aux urgences ou on doit s'inquiéter à partir de quel moment? Parce que des fourmillements, quand on a une mauvaise position, voilà, bah, tout on a à fait. tout de On peut suite avoir des fourmis qui peuvent durer 2-3 minutes. Ça ne veut pas dire qu'on a une sclérose en plaques. En fait, les symptômes, généralement, pour qu'on les prenne en compte, c'est qu'il faut qu'ils durent plus que 24 heures. Donc, c'est des symptômes qui durent dans le temps, qui ne disparaissent pas, qui s'installent d'une façon relativement aiguë. Donc, c'est pour cela, parfois, vu que ça s'installe d'une façon aiguë, ça nous oriente parfois vers d'autres pathologies. On pense autres que la sclérose en plaques, parce qu'il n'y a pas de symptômes qui sont spécifiques pour la sclérose en plaques. Donc tout dépend de l'inflammation. Au siège d'inflammation, on va avoir un symptôme particulier, mais les symptômes, comme j'ai dit, c'est visuel, sensitif, moteur, trouble de l'équilibre, fatigue ou bien trouble cognitif qui durent plus que 24 heures. Et quand on a un de ces symptômes ou bien plusieurs symptômes, dans ce cas, il faut aller aux urgences pour consulter, pour faire les examens nécessaires, pour s'orienter vers quelle pathologie, dans l'une qui peut être la sclérose en plaques. On peut aussi aller voir son médecin traitant qui peut orienter vers un neurologue. Exactement. Parce que ces symptômes de problèmes de vue, de fourmillement, d'équilibre, ça oriente vers le système nerveux. Tout à fait. Donc la consultation avec le neurologue. Voilà. Mais faire on les s'inquiète. bilans nécessaires pour faire le diagnostic. D'accord. Alors j'imagine, Fabienne, que ces symptômes, lorsqu'on les a donnés aux patients, qu'on a évoqués avec le patient, le diagnostic de sclérose en plaques, on va y revenir, ça les inquiète. Alors est-ce qu'ils téléphonent à une structure comme le réseau Syndéficep? Alors le diagnostic est parfois réalisé rapidement et il y a des patients pour qui le diagnostic date d'il y a déjà quelques temps mais qui ont eu du mal à avancer et à prendre contact, à accepter de l'aide et des informations sur la maladie. Le réseau de santé Syndéficep donc est là pour accueillir les problématiques des patients et les aider justement à acquérir des informations, trouver le bon interlocuteur en fonction des problématiques qu'ils ont. Oui, j'imagine que ça les inquiète, les patients, quand ils ont des fourmillements, des troubles de l'équilibre. Tout à fait. Quand ils appellent le réseau, ils sont très inquiets des symptômes qu'ils présentent. Ils se demandent s'ils vont en récupérer. Ils sont très angoissés. L'annonce de ce diagnostic est brutale. La maladie est peu connue, donc on en a une image. Les patients cherchent beaucoup sur Internet aussi, mais chaque patient va présenter une forme de la maladie différente. Et ils ont vraiment besoin d'informations liées à leurs symptômes, savoir si ça va durer. Ils s'inquiètent de savoir s'ils vont conserver ces troubles de la vue, s'ils vont pouvoir fonder une famille, avoir des enfants. Ils ont beaucoup de questions. Et pour s'adapter au mieux à la maladie et vivre avec cette maladie, ils ont besoin vraiment de pouvoir accéder à l'ensemble de ces informations. Et est-ce qu'il y a des interrogations, est-ce qu'ils vous posent des questions sur est-ce qu'on ne s'est pas trompé de diagnostic ou... Alors bien sûr, la question du diagnostic est très importante. Il y a des patients pour qui c'est un soulagement d'avoir appris un diagnostic, comme pour ceux notamment qui présentent des symptômes depuis de nombreuses années et pour qui le diagnostic n'avait pas été fait. Il y en a pour qui c'est un vrai traumatisme, c'est très violent. Ils reçoivent cette annonce rapidement puisque le diagnostic se fait de plus en plus rapidement. Et évidemment, ce qu'ils cherchent à comprendre aussi, c'est comment se fait le diagnostic de la sclérose en plaques. Alors c'est vrai que le diagnostic de la sclérose en plaques, comme vous l'avez précisé, il y a des patients qui n'avaient pas de diagnostic depuis des années, et puis maintenant c'est plus rapide. Et c'est vrai que les choses ont évolué. Et avec les connaissances, le diagnostic est devenu presque, je dirais, facile
pour le médecin spécialiste et plus difficile à accepter pour le patient. Bien sûr, ça lui bouleverse complètement son projet de vie. Et maintenant, avec les premières manifestations telles que Abir nous les a présentées tout à l'heure, avec un seul examen, parfois, il est possible de porter le diagnostic. Alors, quel est l'examen le plus important pour porter le diagnostic? Il y a bien sûr l'examen clinique, les symptômes, l'histoire, mais c'est l'IRM cérébral. L'IRM cérébral apporte des informations capitales et les critères, la connaissance de la maladie permettent désormais de faire un diagnostic, parfois, je le reprécise encore une fois, sur un seul examen. Donc, sur une consultation, on est capable de porter le diagnostic. Alors, ça paraît très brutal, mais compte tenu des avancées thérapeutiques, eh bien, on peut maintenant débuter un traitement très tôt. Alors, j'ai apporté une image de ce qu'on peut voir sur l'IRM. Alors, c'est sur cette image, on peut voir une coupe de cerveau. Donc, vous avez 6 coupes de cerveau. C'est l'avant du cerveau en haut, l'arrière du cerveau en bas. Il faut imaginer la personne couchée. Et on voit des taches blanches un petit peu partout, et qui sont asymétriques, qui touchent un côté, un autre. On a différents étages du cerveau, et vous voyez les taches qui sont un petit peu différentes. Eh bien, ces taches blanches, ce sont ces fameuses plaques, ces lésions de démyélinisation, la perte de la gaine de myéline, qui est liée à l'inflammation. Donc, c'est sur les caractéristiques de ces images que l'on peut porter, avec vraiment une connaissance approfondie, le diagnostic rapide de sclérose en plaques. Alors parfois, ce n'est pas immédiat, on a besoin d'autres IRM, d'autres éléments, mais souvent cet examen permet, en tout cas, il est capital. Voilà, ça c'est l'examen principal pour faire le diagnostic de sclérose en plaques. Alors certains patients rapportent également qu'ils ont dû subir une ponction lombaire. Pourquoi? Ah oui, alors une ponction lombaire, ça fait très très peur. Je vais me tourner vers Abir qui va nous dire un petit peu ce que c'est que la ponction lombaire et est-ce qu'on doit la faire à tous ces patients. La ponction lombaire, elle n'est pas obligatoire dans le diagnostic de la sclérose en plaques. Comme vous avez dit, en fait... C'est quoi une ponction lombaire? En quoi ça consiste? Parce qu'on ça fait c'est quelque chose qui est très très inquiétant, la ponction lombaire. C'est un examen qu'on fait à l'hôpital. Il consiste en fait à retirer du liquide céphalorachidien. C'est le liquide qui entoure la moelle épinière. On le fait avec une aiguille qui va pénétrer au niveau des muscles et passer au niveau de l'espace épidural et qui va passer après dans l'espace péridural pour retirer du liquide. Et ce liquide, après, on le voit pour être analysé et on verra si au niveau de ce liquide, il y a de l'inflammation. Et s'il y a de l'inflammation, c'est une information en plus qui peut nous orienter vers une sclérose en plaques. Mais la ponction lombaire, elle n'est pas obligatoire actuellement avec les nouveaux critères de la sclérose en plaques. On l'a fait que si on n'a pas tous les critères cliniques et radiologiques pour poser le diagnostic. Ça sera un argument supplémentaire pour avancer dans le diagnostic. Mais ce n'est pas obligatoire pour tous les patients pour poser le diagnostic de sclérose en plaques. On l'a fait par exemple si on n'a pas de tâches typiques sur l'IRM, parce que comme vous avez dit, il y a en fait des lésions inflammatoires qu'on trouve sur l'IRM cérébral et qui peuvent nous guider pour poser le diagnostic, mais pas toutes les tâches qui sont sur le cerveau sont des lésions de sclérose en plaques. Donc par exemple, si on n'est pas sûr de la nature des lésions qu'on a sur l'IRM cérébral, on peut aller faire la ponction lombaire pour confirmer l'inflammation. Ou actuellement, il y a aussi d'autres critères à voir. Si on n'a pas tous ces critères, on y va pour la ponction lombaire. Par contre, si tous les critères sont remplis, cliniques et radiologiques, ce n'est pas obligatoire. Oui, donc toutes les images telles qu'on les a vues ne sont pas toujours de la sclérose en plaques. Donc il faut vraiment une expertise d'un neurologue pour arriver au diagnostic. Puis un mot quand même, est-ce que la ponction lombaire, ça fait mal? Non, ça fait pas mal. En fait, on l'a fait sous anesthésie locale. Et c'est vraiment, on sent juste l'aiguille, comme si on fait une prise de sang. C'est juste la pénétration de l'aiguille. Et après, c'est pas douloureux. L'espace péridural, on n'a pas vraiment, c'est pas douloureux. Mais c'est vrai, c'est angoissant.
Parce qu'il y a eu beaucoup de... voilà, on a d'histoires, beaucoup d'idées, d'histoires, voilà, qu'on va avoir de complications, que ça fait mal. Et actuellement, on a de nouvelles aiguilles qui sont atraumatiques. Donc, on a presque à zéro le syndrome post-PL. Généralement, ça se passe bien. Ça se passe bien, ouais, tant mieux. Voilà. Alors après, une fois qu'on a fait ces examens, on peut poser le diagnostic de sclérose en plaques. Alors, comme je le disais, hein, maintenant, ça devient plus facile et c'est utile d'avoir cette facilité pour donner un diagnostic rapide. On le donne bien sûr aux patients, hein, ce diagnostic, très tôt. Alors, comme je l'ai dit, c'est assez facile pour le médecin, mais c'est très difficile pour le patient. Et cette étape de l'annonce diagnostique, la façon dont on l'annonce, la façon dont on le reprend, c'est une étape capitale pour le patient. Alors, sachant qu'on a une seule consultation avec le neurologue, et puis on peut en avoir une deuxième quelques semaines après. Mais ce qu'on appelle le processus d'annonce diagnostique, et là je me tourne vers Fabienne, c'est quelque chose de complexe et qui a un certain retentissement et qui mérite un accompagnement. Alors, est-ce que les patients en ont besoin? Premièrement, est-ce qu'ils le souhaitent d'avoir un accompagnement? Et deuxièmement, ça veut dire quoi un accompagnement? Qu'est-ce qu'on en fait en pratique? Oui, alors c'est variable d'un patient à l'autre, mais on sait maintenant que mieux le cadre de l'annonce est formalisé avec des informations et la possibilité pour le patient de poser des questions, et meilleur sera leur parcours de santé à venir. Le patient va devoir s'adapter à cette nouvelle vie avec la maladie, faire le deuil de sa maladie, de sa vie d'avant sans la maladie. Beaucoup de patients traduisent l'annonce comme un choc, un traumatisme. C'est parfois d'une grande violence pour eux, c'est ressenti vraiment individuellement de manière forcément différente d'un patient à l'autre. Ils ont besoin d'informations. On leur annonce une maladie qui va durer toute leur vie. On leur propose parfois un traitement, ils s'informent sur Internet, ils partagent peut-être avec d'autres patients et ils se rendent compte qu'ils n'ont pas tous le même traitement. Ils voient que peut-être le traitement a des effets secondaires plus ou moins importants et donc ils ont besoin d'un cadre où ils vont pouvoir discuter. Il faut qu'un professionnel puisse prendre le temps avec eux de revenir sur cette annonce et de répondre à leurs questions. Alors le neurologue n'a pas toujours le temps. Hein, alors, comment on s'adresse, comment on structure cette reprise d'annonce ou cet accompagnement à l'annonce? Tout à fait. Dans la majorité des cas, le neurologue n'a pas le temps nécessaire, ni peut-être la possibilité de proposer une deuxième consultation très rapidement. Et il faut également s'adapter à la temporalité du patient. Il y a des patients qui ont besoin d'informations immédiates, il y a des patients qui ont besoin un peu de se poser, d'assimiler les informations qu'ils ont et puis de revenir, quand c'est le bon moment pour eux, vers un professionnel pour obtenir ces informations et pouvoir discuter, échanger sur l'ensemble des questions qu'ils ont, qui sont très variées. Si ce n'est pas le neurologue, c'est qui le professionnel ou les professionnels? Pour quelle problématique? C'est de connaissance de la maladie, c'est le retentissement général? Voilà. Alors c'est variable bien évidemment, mais au réseau Saint-Défi, il y a donc une équipe qui est formée d'infirmières, de psychologues cliniciennes, d'assistantes sociales qui sont tout à fait spécialisées dans la prise en charge de la maladie et dans l'impact de cette maladie dans la vie quotidienne. Les infirmières peuvent recevoir le patient, lui expliquer la maladie, prendre vraiment beaucoup de temps, expliquer les traitements, comment fonctionnent les traitements, quelles sont les mesures de prévention, de précaution, comment est-ce qu'on s'adapte aux effets secondaires éventuels des traitements, et puis comment on intègre ces traitements dans sa vie quotidienne, par exemple si on voyage, si on travaille, si on a des enfants. Et si on n'a pas le moral, qu'est-ce qu'on fait? Les psychologues, tout à fait, reçoivent le patient, et là c'est un grand temps également qui leur est accordé sur les questions qu'ils ont. Beaucoup s'inquiètent du regard des autres, il y a souvent une perte de confiance. Il y a un impact sur l'estime de soi qui est très important. Ça peut remettre en question des projets de vie qu'on avait, des projets personnels, des projets familiaux. Et c'est également, ces consultations, ces entretiens sont également ouverts aux proches des patients, puisque la maladie impacte la famille tout entière. C'est ça la reprise d'annonce, hein. C'est vraiment d'accompagner à l'issue de ce changement de vie. Tout à fait. Le patient pour qu'il reparte vers l'avenir et une vie, un projet de vie qui soit tout à fait adapté. C'est ça. Alors le projet de vie, c'est aussi les traitements. Et il y a de nombreux traitements, comme je le disais en introduction. Le traitement a été
les modalités de traitement, les possibilités de traitement ont été absolument bouleversées. C'est probablement une des maladies qui a été le plus modifiée dans son évolution grâce aux découvertes médicales de ces 25 dernières années. Alors, je me retourne vers Abir à nouveau. Le traitement, quand on parle du traitement, je dis qu'il a été bouleversé, mais comment on traite ? Bon, si on parlait un peu du traitement de la sclérose en plaques, en fait, on peut le diviser en deux catégories. Déjà, il y a le traitement de la poussée. Quand un patient vient pour un symptôme aigu, les symptômes dont on a détaillé. Donc là, le traitement, ça sera des bolus de corticoïdes qui se font en intraveineux. Et ce traitement, il permet un peu d'accélérer la récupération des troubles. Sinon, il y a les traitements de fond. Et ça, c'est les traitements de la maladie en soi pour diminuer l'activité inflammatoire et pour la suite, pour protéger le cerveau de nouvelles plaques de démyélinisation et de nouvelles attaques. Et les traitements de fond, ça c'est en fait, on dispose actuellement d'un arsenal thérapeutique qui est très large et qui augmente de plus en plus tous les jours. Donc au début, on avait les traitements injectables. Après, ça a évolué. On a maintenant des traitements qu'on donne par os. Et même, il y a des traitements qui sont intraveineux, voilà, par la bouche. Et il y a aussi des traitements intraveineux. Et donc, il faut adapter le traitement par rapport à la forme de la sclérose en plaques. Oui, j'imagine que tout le monde n'a pas les mêmes traitements. Il y en a plusieurs. Alors, comment on choisit ? Voilà, c'est pour cela que les patients se demandent pourquoi moi j'ai ce traitement et pas l'autre. En fait, pour choisir, il y a deux critères importants. Il y a le phénotype de la maladie. Donc, ça veut dire un peu la forme de la maladie, parce que de la sclérose en plaques, il n'y a pas une seule forme. Donc, il y a plusieurs formes de sclérose en plaques, et dans chaque forme, l'activité de la maladie, c'est-à-dire ces tâches inflammatoires, ils ne sont pas les mêmes. Il y a des patients qui ont une activité de la maladie qui est très très faible, qui font très peu de tâches inflammatoires, très peu de poussées, et d'autres qui font beaucoup de poussées. Et donc, le traitement, il doit être adapté à cette activité clinique et radiologique de la maladie. Il faut aussi adapter le traitement par rapport au profil du patient. C'est qu'il faut voir ses projets de vie. Il y a certains médicaments, par exemple, qu'on ne peut pas donner dans la grossesse. Donc, il faut vraiment voir tous les critères un peu autres que l'activité de la maladie, les effets secondaires du traitement, la tolérabilité. Donc, c'est une affaire de spécialiste, alors, le choix du traitement. Tout à fait. Le traitement, il est initié par le neurologue spécialiste, tout à fait. Et alors l'objectif, c'est quoi? C'est qu'il y ait moins d'aggravation. Voilà, on a l'impression que c'est une maladie incurable parfois. On se dit, je ne peux pas guérir, alors à quoi ça sert de me traiter? Est-ce que c'est vraiment utile? Et quel est l'objectif du neurologue quand il explique le traitement aux patients? En fait, c'est très très important d'expliquer aux patients l'utilité du traitement. Ça permet surtout d'améliorer l'acceptation de la maladie et en fait l'adhésion au traitement. Parce que le patient, en fin de compte, la CEP, c'est une maladie qui est chronique. Donc c'est un peu comme le diabète, l'hypertension, c'est une maladie qu'on va avoir toute la vie. Et donc il faut prendre le traitement pour diminuer l'activité de la maladie. Actuellement, les nouveaux traitements qui se font, leur but, c'est en fait d'arrêter l'activité de la maladie, ne plus avoir de nouvelles tâches au niveau du cerveau, ne plus avoir de poussée. Ça, c'est le but. C'est les symptômes. C'est les symptômes, tout à fait. Donc ça, c'est le but auquel nous tous on rêve, c'est d'arriver à un moment où on arrête vraiment la maladie, on arrête l'activité clinique et radiologique. Bon, malheureusement, ça, on ne l'a pas toujours dans la vie réelle, mais au moins le traitement, il contribue à diminuer les symptômes et l'activité sur l'IRM. Donc en fait, le neurologue va choisir, suivant l'importance de l'inflammation, un traitement adapté pour essayer de bloquer l'évolution de la maladie. Tout à fait. Alors, vous avez dit, tous les patients ne sont pas pareils. Il y a des gens qui ont une évolution plus rapide, il y en a d'autres qui n'ont pas une évolution plus lente. Mais quand on parle de diagnostic de sclérose en plaques, on a tout de suite l'imagination de quelqu'un en fauteuil roulant. Alors, est-ce que tout le monde évolue depuis le début de la maladie jusqu'à une situation comme celle-là ou pas? C'est vraiment une interrogation qu'on a immédiatement, qu'on annonce le diagnostic. Et c'est la première question que le patient pose, en fait, quand on lui annonce le diagnostic. Il dit, est-ce que je vais finir en fauteuil roulant?
Et alors, Ça, c'est quoi? Quelle est la réponse? Ça, c'est vraiment la première question qui les pose tous. Et la réponse, que c'est non. En fait, la sclérose en plaques, c'est une maladie qui est très variable. On a un phénotype de la maladie, c'est-à-dire une sémiologie et une évolution qui est très variable d'un patient à l'autre. Et c'est pour cela, raison de plus, qu'il faut adapter le traitement à chaque patient. On n'a pas un traitement qu'on donne à tout le monde, pareil pour tout le monde. Ce n'est pas le cas. Il faut vraiment l'adapter à l'IRM du patient, à la clinique du patient, au profil du patient. Et donc la sclérose en plaques, essentiellement, on a à peu près 3 formes. On a la forme qui évolue par poussée, c'est-à-dire une forme où on a des symptômes qui se déclarent. Après, ces symptômes, ils s'estompent. Et ça peut aller comme ça sur toute la vie du patient, en fait, des poussées qui sont espacées, qui peuvent être espacées d'1 an, de 2 ans. Il y a l'autre forme où on a un symptôme clinique, mais ce symptôme clinique, il ne disparaît pas. C'est pas comme dans une poussée où il disparaît ou bien il laisse de minimes séquelles. C'est un symptôme qui est là, par exemple un problème de la marche, problème sensitif ou visuel, et qui continue à progresser. Mais la progression, elle peut être très lente, parfois elle peut être rapide. Donc ça dépend de chaque patient. Donc là aussi, on a des traitements pour adapter. Exactement. Alors, ces traitements-là sont utiles. On ne va pas tous les détailler parce que c'est assez complexe. Mais il y a un élément, il y a des questions, hein, Fabienne, sur les projets de vie. En juste un tout petit mot, les patients ont des problématiques ou des questions sur leur projet de vie. Oui, bien sûr, la maladie, elle impacte toutes les dimensions de la vie quotidienne, que ce soit la santé évidemment, et donc ça concerne les médecins, le diagnostic, la prescription de traitement, la prescription éventuellement de rééducation, mais en réalité, le patient a besoin d'une approche globale de sa situation, il a besoin de trouver des réponses à toutes les problématiques qui vont se présenter à lui, notamment les questions, c'est est-ce que je pourrais avoir un enfant, est-ce que je pourrais fonder une famille, est-ce que je vais pouvoir poursuivre mon activité professionnelle. Alors, tous ces éléments-là. Tous ces éléments-là, bien sûr, doivent être pris en compte. C'est très important pour le patient. Le patient se rend, vous l'avez dit tout à l'heure, maintenant les traitements sont de plus en plus de forme orale, donc le patient va être à son domicile, il n'a pas vocation à être à l'hôpital. Et en dehors des consultations d'expertise, il a besoin de liens continus. C'est une maladie pour laquelle de nombreux intervenants professionnels de santé, mais également travailleurs sociaux, psychologues, vont avoir à intervenir. Ce sont des gens qui ne travaillent pas ensemble, il y a beaucoup de professionnels libéraux. Il va falloir que le patient puisse identifier le bon interlocuteur au bon endroit, au bon moment, et le réseau permet d'orienter, d'identifier les ressources à proximité du patient et permet également de mettre en lien tous ces intervenants qui vont pouvoir répondre aux problématiques des patients. Alors il faut rassurer quand même les gens, c'est-à-dire que oui, on peut avoir des enfants, oui, on peut fonder une famille, oui, on peut faire du sport, oui, on doit travailler. Il y a un projet de vie avec la sclérose en plaques. Et je crois que là, c'est l'avenir et c'est la recherche. La recherche, elle a extraordinairement avancé en 25 ans et a abouti à de nouveaux traitements et elle continue. Elle continue pour arriver à des nouveaux moyens de diagnostic, plus précis, mieux connaître l'évolution de la maladie avec des outils de l'IRM, comme on a vu, qui s'améliorent pour préciser cette évolution, préciser l'efficacité des traitements. Et puis il y a de la recherche sur les médicaments. De nombreux médicaments vont arriver. Il y en a encore 2 en 2017, 2 en 2018. On a un panel de traitements assez extraordinaire. Donc cette recherche, elle évolue aussi sur les causes, sur les mécanismes des médicaments, sur l'efficacité contre l'inflammation, et puis également sur d'autres mécanismes, sur la fragilité de la cellule nerveuse, comment refabriquer la gaine de myéline qui s'abîme avec la maladie, ou alors comment redonner de l'énergie à la cellule nerveuse pour la protéger. Voilà les quelques étapes de recherche actuelles dans la sclérose en plaques. Et puis il y a un point aussi très important, c'est-à-dire que la recherche ne se fait pas sans les patients dans cette maladie, comme dans beaucoup d'autres maladies. Et dans ce cadre, le patient peut participer. Alors on peut participer soit à des études thérapeutiques, lorsque la situation clinique nécessite des
des nouveaux traitements, mais aussi on peut participer à une meilleure connaissance de la maladie en participant à ce qu'on appelle des cohortes, c'est-à-dire d'utiliser les données cliniques, radiologiques du patient de façon strictement anonyme pour mieux connaître la maladie, son évolution, l'efficacité des traitements. Et ça, votre neurologue, le neurologue dans un centre spécialisé peut proposer ces recherches. Donc en un mot, vous voyez que la sclérose en plaques est quelque chose qui a été révolutionné et les nombreux a priori liés au manque de connaissances ont des conséquences sur la vie quotidienne du patient, mais c'est un message plein d'espoir qu'on peut donner. Un message plein d'espoir parce qu'on peut faire un diagnostic très tôt et donner des médicaments efficaces très tôt, avec des projets de vie persistants, avec une famille, un travail, du sport, des loisirs, une vie sociale la plus normale possible et des perspectives de recherche sur les médicaments qui sont toujours extraordinaires et très encourageants. Voilà, merci de votre attention, merci de nous avoir suivis pour cette émission d'ABC Doc et nous pourrons vous retrouver peut-être pour un prochain sujet. Merci beaucoup.